Bienvenue à cette session qui est consacrée à l'AI Act. Gros sujet aujourd'hui. Gros sujet pour un lundi matin aussi, reprise de la semaine entre les vacances et tout. Je vais essayer de pas trop être barbant. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer et de clarifier un petit peu la réglementation en Europe. On va reprendre certains concepts de base et l'objectif c'est que vous puissiez avoir une vision un peu mieux définie sur qu'est-ce que ça implique les AI Act, en quoi ça nous concerne et quels sont aussi les mécanismes qui sont mis en place autour de l'aspect stimuler l'innovation, ce genre de choses. On parle souvent de l'AI Act comme la réglementation et du coup un ensemble de règles. C'est aussi des règles, mais en plus des mécanismes pour favoriser l'innovation chez nous en Europe. Et c'est souvent un aspect qui est négligé. Donc je vais essayer d'aborder un petit peu aussi cette partie-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être d'abord me présenter. Je m'appelle Guillaume Rigaud, je suis Technology Adoption Manager au sein du MIC. Ma mission, c'est d'accompagner les entreprises dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Ça s'inscrit dans la mission plus globale du MIC, pour ceux qui la connaissent. Hop. Alors, je ne sais pas s'il y a du son sur la vidéo, mais voilà. Je voulais commencer cette petite partie par, pour ceux qui l'ont vu sur LinkedIn, le post que j'ai fait, où en fait, sur base d'une simple photo de moi, du coup, j'ai animé par intelligence artificielle mon avatar pour qu'il puisse parler, pour qu'il soit aussi dans un environnement que je n'avais pas configuré, pour qu'il fasse des mouvements des mains qui étaient d'office pas configurés non plus sur la photo. L'objectif de cette petite vidéo, c'est de montrer que aujourd'hui, c'est pas dans le futur, c'est vraiment à partir d'aujourd'hui, sur base de simples photos, il est quasiment impossible de deviner si ça a été généré par intelligence artificielle ou pas. Et c'est dans ce sens que va l'AI Act, c'est-à-dire mettre en place un ensemble de règles, notamment la règle de transparence autour du contenu qui est généré par l'intelligence artificielle. Et là où il y a quelques mois, on pouvait encore se dire, on va regarder les yeux sur la personne qui est sur la vidéo. On va regarder le nombre de doigts. Vous avez peut-être tous connu cette petite technique. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu impossible. Distinguer une vidéo générée par intelligence artificielle d'une vraie vidéo, c'est quasiment devenu mission impossible. Donc, c'est aussi pour ça que l'AI Act est là. C'est un ensemble de règles qui visent à promouvoir la confiance qu'on peut avoir dans les intelligences artificielles et le contenu généré par intelligence artificielle. Je trouvais que cet exemple était vraiment parlant parce que il est clair que, à part aujourd'hui remettre en question tout ce qu'on voit sur Internet, ce qu'il faut faire aussi, c'est-à-dire stimuler notre esprit critique, c'est plus suffisant. Il faut qu'on ait des petites aides, des règles pour arriver à clarifier vraiment tout ça, le vrai du faux. Et du coup, l'Europe a pris la décision d'effectivement mettre en place cette réglementation. C'est donc spécifique à l'Europe. C'est pas ce qui est mis en place aux États-Unis, c'est pas ce qui est mis en place en Chine. Donc ça s'inscrit vraiment dans une stratégie très 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 globale, un programme Europe numérique qui s'inscrit entre 2020 et 2027, je crois, avec un déploiement massif de fonds pour favoriser le développement de l'intelligence artificielle et le développement d'une intelligence artificielle qui est de confiance, qui est sûre, qui est éthique, responsable. Voilà, maintenant que j'ai cadré un petit peu la session d'aujourd'hui, le programme un petit peu plus détaillé. Je vais faire un retour sur cette réglementation. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Qu'est-ce qu'elle veut faire? On va voir aussi la pyramide des risques, qui est une des composantes principales de l'AI Act, puisque c'est une approche par niveau de risque. Donc, on va essayer de clarifier aussi, voir les différents niveaux de risque, de montrer quelques exemples. La chaîne de responsabilité, c'est-à-dire qui est concerné par l'AI Act, et en fonction de où on se situe dans cette chaîne, quelles sont nos différentes obligations. Et je vais essayer de traduire ça en choses concrètes pour vous.
c'est-à-dire vraiment, on va essayer de se mettre à la place de votre rôle et de voir quelles sont vos obligations et en quoi vous êtes concerné. Et ensuite, on fera un petit point sur la fin avec le futur pas si lointain que ça, 2026. Qu'est-ce qui change réellement en 2026? Aussi, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je prendrai du temps d'office à la fin pour répondre à toutes les questions. Donc, vous pouvez les poser maintenant ou à la fin, mais n'hésitez pas à le faire dès que vous êtes sur un point qui suscite une interrogation, une slide qui suscite de l'interrogation. Je ne vais pas ghoster vos questions, mais j'y répondrai vraiment à la fin. Aucun problème pour ça. Rapidement, je vais quand même un petit peu parler du MIC. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une ASBL à Mons. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans l'adoption des technologies émergentes et de l'intelligence artificielle. On est soutenu par la région Wallonne et par des entreprises comme Microsoft notamment. Notre objectif, c'est vraiment de favoriser la montée en compétences au sein des entreprises pour qu'elles puissent adopter les technologies avancées et adopter l'intelligence artificielle, qui est la technologie à absolument suivre et à absolument adopter depuis, je dirais, maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc l'objectif, c'est de vous donner les clés, alors les clés techniques et les clés en termes de formation à l'intelligence artificielle et à l'IA générative, mais aussi, on va dire, le cadre un peu plus réglementaire, comme tout ce qui est réglementation en vigueur autour de l'AI Act, comment l'implémenter de manière sûre, de manière éthique, de manière responsable. Et c'est dans ce cadre qu'on a décidé aussi de faire ce webinaire, puisqu'on a constaté que c'était quand même un sujet. Enfin, moi, je pose souvent la question, pardon, lors de mes formations. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'AI Act? Je dirais dans 70% des cas, la réponse est non. Alors que c'est quand même un gros boom dans le paysage de l'IA, dans le paysage européen. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. On a peut-être tendance à se dire, c'est encore des règles, encore des étapes à suivre, encore ralentir l'innovation, encore mettre des freins. Euh, Il n'y a pas que ça, effectivement, il y a des règles à suivre, mais il n'y a pas que ça, et ça s'inscrit vraiment dans un but d'usage, de confiance et d'usage de solutions de confiance en termes d'intelligence artificielle. Si on reprend l'exemple que j'ai montré tout à l'heure avec les vidéos générées par intelligence artificielle, ici c'était un exemple un peu marrant, mais ça peut s'inscrire, ça peut être utilisé à des fins un peu malveillantes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette petits freins et cet ensemble de règles pour favoriser l'usage confiant envers l'intelligence artificielle. Pour revenir au MIC, rapidement, on a notre parcours d'adoption en 4 étapes dans lesquelles vous pouvez venir vous greffer à peu près à n'importe quelle étape du parcours. On a des conférences technologiques, webinaires, un peu ce qu'on fait aujourd'hui du coup, ateliers où on va beaucoup plus dans la pratique, et des guidances qui sont des rendez-vous où en fait on va échanger avec vous pendant un rendez-vous personnalisé, c'est totalement gratuit et on va, si vous avez une question en rapport avec l'intelligence artificielle, intégrer l'IA dans vos projets, former vos équipes, nous on échange à ce propos-là et on va vous proposer différents programmes de formation ou différents programmes de prototypage, développement de proto. Il y a pas mal de QR codes dans la présentation, je vous invite vraiment à les scanner. Donc ici, vous allez accéder à nos futurs événements, mais vous verrez un petit peu plus tard, je vais vous partager certains outils que vous pouvez tester en même temps que la présentation. Même si je m'y attarderai à la fin, n'hésitez pas à scanner les QR codes. Voilà, on va passer au vif du sujet avec ce qui nous concerne aujourd'hui, les AI Act. Alors, je vous ai mis ici la définition officielle du règlement. Je ne vais pas la lire au complet. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le début. Établir un cadre juridique uniforme, en particulier pour le développement, la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. On va déjà s'arrêter là et clarifier peut-être le point système d'intelligence artificielle. Un système d'IA, c'est un logiciel qui est capable d'apprendre ou de raisonner à partir de données, donc comme on les connaît tous, pour prendre des décisions, faire des suggestions, générer du texte, des analyses, etc. Et sans intervention humaine ou avec le moins d'intervention humaine possible. Donc c'est un système d'IA qui agit de manière autonome. Ça peut être des agents IA, ça peut être l'IA générative dans les outils comme ChatGPT, comme Gemini, Copilot, etc. Et l'objectif, c'est de mettre un ensemble de règles sur le développement, la construction de ces outils,
la mise sur le marché, donc l'accès à tout un chacun, la mise en service et l'utilisation aussi finale par l'utilisateur, du coup, en fin de chaîne de ces systèmes d'IA. Donc l'objectif, c'est de promouvoir l'adoption de l'IA axée sur l'humain. Hop, je vais juste accepter une personne. Hop, voilà, pardon. Donc qu'il soit axé sur l'humain et qu'il soit digne de confiance en garantissant un niveau élevé de protection dans différents domaines, la santé, sécurité, droits fondamentaux, etc. Donc, si je simplifie cette définition, l'objectif de cette réglementation, c'est de promouvoir une IA qui est digne de confiance, sûre et respectueuse des droits fondamentaux pour stimuler l'innovation et l'emploi. Alors, comme je disais tout à l'heure, stimuler l'innovation et l'emploi, c'est souvent un point qu'on sous-estime ou qu'on oublie de mettre en avant par les AI Act. Il y a tout un ensemble de mécanismes spécifiques qui sont listés et mis en place par les AI Act et qui sont méconnus. En fait, on a tendance à penser que les AI Act, c'est juste un ensemble de règles qui cadrent la mise en service, le développement, etc. Mais il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place pour favoriser l'innovation, aider les entreprises, aider les entreprises, toutes les entreprises, hein, même les plus petites entreprises, pour faciliter la mise sur le marché, supprimer certains obstacles, etc. etc. Donc ça, c'est ce que je vous montrerai à la fin, les deux facettes, donc forcément la réglementation et aussi la partie stimulation et favoriser l'innovation. Si je récapitule, c'est aussi une harmonisation, une uniformisation. L'objectif, c'est que ce soit pareil partout en Europe, qu'on puisse assurer un niveau de protection qui soit élevé et renforcer cette confiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle, soutenir l'innovation dans l'IA et dans son adoption. Par exemple, aux États-Unis ou en Chine, il n'y a pas du tout de réglementation type AI Act. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réglementation, il y en a certainement d'autres, mais pas de ce type-là. Un autre point, c'est que l'AI Act vient en complémentarité des autres réglementations comme le RGPD, etc. Hein. Ça ne supprime pas les autres réglementations, ça vient juste en complémentarité. Et donc je disais, aux États-Unis, en Chine, etc., cette réglementation n'existe pas. Alors nous, en fait, on s'est dit, pour schématiser très très fort, l'intelligence artificielle, c'est un super outil, ça peut faire plein de trucs, mais ce que l'intelligence artificielle a besoin, c'est de la data. La matière première pour développer les systèmes d'IA, pour les entraîner, c'est la donnée. La donnée, ça peut être les données personnelles. Et nous, on s'est dit, ça peut peut-être être intéressant de mettre des règles quand même pour pas qu'on ne fasse n'importe quoi avec les règles, avec les données des citoyens qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le constat qu'on a fait et qui a décidé de mettre en place cette réglementation. Euh, Aux États-Unis, on fait à peu près ce qu'on veut. C'est aussi pour ça que c'est assez compliqué, c'est lent de se conformer à la réglementation en Europe. C'est-à-dire que les solutions qui viennent des États-Unis mettent du temps avant de venir s'implémenter en Europe. Par exemple, quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent sur un outil comme Copilot ou comme ChatGPT, aux États-Unis, c'est quasiment disponible directement. Chez nous, ça prend quelques semaines, voire quelques mois avant que ce soit accessible. C'est parce qu'il y a toute cette partie se conformer aux différentes règles. Donc, de manière générale, les pays étrangers n'aiment pas trop l'Europe pour ça, pour toutes ces règles qui sont mises en place, pardon. Donc, vous allez voir que c'est une approche graduelle. Il y a une frise chronologique en fait des différentes règles qui vont être appliquées. J'ai repris celle qui est sur le site officiel, mais on n'est pas à l'abri que ça soit décalé un petit peu parce que finalement, ça prendra beaucoup plus de temps à mettre en place, ça prendra beaucoup plus de temps aux différentes entreprises, aux différents acteurs dans l'IA de se conformer à cet ensemble de règles, et donc c'est pas impossible que certaines dates soient décalées à l'avenir. Alors, qui est concerné par les AI Act? Globalement, tout le monde, quasiment tout le monde, tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, tous ceux qui développent l'intelligence artificielle, tous ceux qui la mettent en place et la mettent à disposition sur le marché européen. Il y a quatre acteurs principaux. On a le fournisseur, donc c'est tout simplement la personne ou l'entreprise qui va créer le système d'IA. Donc je le rappelle, le système d'IA, c'est une intelligence artificielle, un outil qui fonctionne sans intervention humaine.
pour faire de la suggestion, de l'analyse, des calculs, etc., etc. Donc le fournisseur va créer le système d'IA et assurer sa conformité technique. Alors je montrerai après quelles sont vraiment les obligations pour chaque acteur. On a ensuite le distributeur. Lui, c'est juste la personne qui va mettre l'IA sur le marché, la personne ou l'entité qui va mettre l'IA sur le marché, vérifier que les obligations légales sont respectées. Et on a le déployeur. Alors le nom déployeur, je trouve, est pas trop bien choisi parce que pour moi, un déployeur, c'est quelqu'un qui va déployer et du coup mettre peut-être plus comme un distributeur, mettre l'IA sur le marché. Mais là, le déployeur, c'est vraiment l'utilisateur final. On peut se dire c'est le déployeur au sein des équipes. Voilà. C'est la personne ou l'organisme qui va utiliser un système d'IA sous sa propre autorité pour une activité professionnelle. Ça s'inscrit dans le cadre usage professionnel, les AI Act, je le précise. Et enfin, on a également les autorités. Les autorités, bah, comme le nom l'indique, elles vont veiller à l'application du règlement. C'est elles qui vont infliger les sanctions. Et là, il y a deux types d'autorités. Il y a le Bureau européen de l'IA qui est une entité créée dans le cadre de l'AI Act. Et on a les autorités nationales compétentes. Donc, ça veut dire que à l'échelle de chaque État, il y a une autorité qui va être définie. Chez nous, en Belgique, par exemple, c'est le SPF Économie, PME, classe moyenne énergie qui va faire un peu la coordination entre la mise en œuvre, enfin, qui va se charger de la coordination et l'application de l'AI Act chez nous en Europe. Donc, si vous allez sur leur site, sur le site du SPF Economy, vous aurez accès à différentes informations. Il y a une FAQ autour de la réglementation de l'IA aussi, donc ça peut être intéressant de la lire. Donc, on retient, il y a 4 acteurs. Fournisseur, celui qui crée, déployeur, celui qui met sur le marché. Par exemple, un fournisseur, ça peut être OpenAI qui a développé ChatGPT, fournisseur US. Distributeur, c'est l'entité qui va la mettre à disposition sur le marché européen, qui va l'amener chez nous. Le déployeur, bah, ça peut être vous et moi. On utilise ChatGPT dans le cadre professionnel. Et les autorités, bah, ça, je les ai déjà dictées. Alors, comme je l'ai dit, c'est une approche par les risques. Donc, pour ceux qui ne sont pas spécialement au courant, il y a une pyramide des risques qui a été développée dans le cadre du développement de l'AI Act. Cette pyramide des risques, elle contient 4 niveaux. On va commencer par tout en bas avec le risque minimal. Le risque minimal ou nul, c'est quasiment un risque zéro, même si ça n'existe pas. Spécifique, il n'y a aucune obligation pour ce type de risque. Alors, je vais peut-être reprendre en amont. En gros, ce qu'on a dit, c'est qu'on va prendre tous les outils d'intelligence artificielle qui sont développés et on va leur attribuer une catégorie de risque en fonction de l'utilisation qu'on peut en faire, du domaine dans lequel ils sont utilisés, etc., etc. On va mettre une étiquette, on va coller une étiquette avec un niveau de risque sur l'outil. Donc, c'est de là que viennent ces quatre steps, quatre niveaux, si je puis dire. Donc, risque minimal, il n'y a aucune obligation spécifique. Et pour vous donner un exemple, c'est typiquement des IA dans les jeux vidéo, des IA filtres anti-spam, ce genre de choses. Là, on considère qu'il y a peu de risques qu'il y ait une atteinte aux données des citoyens qui utilisent ce genre d'outils. Je vous montrerai des exemples un peu plus concrets, un peu plus tangibles juste après. On monte d'un niveau, on arrive au risque limité. Les risques limités, ce sont des systèmes d'IA qui doivent être soumis à des obligations de transparence. Pourquoi? Par exemple, ça va être des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir développer des deepfakes, des deepfakes, donc des générations de vidéos ou des manipulations de vidéos par intelligence artificielle. Donc typiquement, dans le cadre d'outils qui permettent ce genre de choses, on va dire il y a quand même un potentiel risque au niveau de l'atteinte ou au niveau de la confiance qu'on peut avoir envers ces outils, et donc on va mettre en place des obligations de transparence. Une obligation de transparence, ça va être tout simplement dire cette vidéo a été générée par intelligence artificielle. Alors via une phrase, via des watermarks, etc., etc. Je vous montrerai de nouveau d'autres exemples après. Le niveau au-dessus, c'est les risques élevés. Donc là, on considère que ces systèmes d'IA peuvent être potentiellement à haut risque. C'est tout ce qui est outils d'intelligence artificielle utilisés dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine bancaire, etc., etc. Et donc là, il y a vraiment tout un système d'évaluation qui est très très strict derrière. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit pouvoir montrer quel est l'algorithme utilisé ou du moins le mode de pensée de l'intelligence artificielle derrière, du modèle d'IA derrière. Tout ça doit être relativement transparent pour savoir en gros comment l'IA a pris la décision finale.
Si je prends l'exemple peut-être du domaine bancaire, imaginons une intelligence artificielle qui assiste dans l'octroi de crédit ou non. Si c'est l'IA qui rend la décision sur base d'un dossier, eh bien, il faut qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à ces décisions-là. Il faut pouvoir analyser tout le processus de pensée qu'il y a eu derrière et aussi en cas de problème, il faut pouvoir revenir en arrière et faire du reverse engineering et voir tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été calculé par l'IA derrière. Donc tout ça est vraiment, vraiment bien encadré, bien balisé. Et le dernier point, tout en haut, c'est les risques inacceptables. Donc là, comme le nom l'indique, c'est juste interdit. On considère que ça, on n'a pas le droit de faire chez nous en Europe. C'est par exemple tout ce qui est reconnaissance biométrique en temps réel, ou pour ceux qui ont vu l'épisode de Black Mirror, je ne sais plus dans quelle saison, où ils doivent évaluer toutes leurs interactions sociales. Donc ils vont chez le boulanger, ils doivent évaluer le service avec une application, mettre des étoiles et tout. Tout ça, c'est tout bonnement interdit chez nous. On n'a pas le droit de faire. Par exemple, je pense que si vous allez je pense que c'est dans les pays asiatiques, je crois en Chine, si vous traversez au feu rouge en Chine, euh, en fait, il y a des caméras qui vont regarder, prendre votre visage et vous afficher après en grand sur un écran géant dans la rue avec un énorme trigger warning. En gros, cette personne a fraudé ou traversé au feu rouge. Enfin voilà, ça, on n'a pas le droit de faire chez nous. Euh, un point qui est très important, c'est que c'est pas l'outil qui va déterminer le niveau de risque, mais c'est sa destination. Sa destination, c'est son usage final. Euh, en gros, euh, c'est vraiment ce que vous allez faire avec cet outil qui va déterminer ce niveau de risque. Chaque outil a un niveau de risque, je veux dire de base, mais en fonction de l'utilisation que vous en faites, on peut changer de catégorie de niveau de risque. Et dans ce cas-là, si c'est l'usage qui conditionne ou qui change le niveau de risque, vous avez des obligations supplémentaires qui s'imposent. Alors, pour traduire ça en exemple un peu plus concret, alors je ne vais pas tous les passer en revue, mais par exemple, un risque minimal, si vous utilisez une solution d'IA pour faire du brainstorming assisté, générer du texte, ce genre de choses, bon, là, vous êtes dans un risque minimal. Risque limité, ça va être des chatbots sur un site web, des agents IA qui répondent à des questions clients sur votre site web, ou utilisation de deepfake ou d'images et de vidéos générées par IA. Tout ça va imposer une obligation de transparence. Donc, vraiment spécifier que c'est du contenu généré par intelligence artificielle. Euh, et encore, notamment pour le texte, c'est assez, je ne vais pas dire flou, mais vous n'êtes pas spécialement obligé de signifier que du texte a été généré par IA, sauf si ça concerne un sujet d'intérêt public. Donc tout ce qui est en rapport avec le domaine de la sécurité, de l'environnement, ce genre de choses, normalement, on est obligé de dire que c'est du texte généré par IA. Sauf s'il y a eu une évaluation humaine à la fin. Enfin, vous voyez, c'est, je ne vais pas dire compliqué, il faut se renseigner sur la réglementation, mais à chaque fois, il y a des petites exceptions. Donc, il faut vraiment s'attarder sur quel est le sujet, quelle est la finalité, et en fonction de ça, vous allez devoir faire certaines choses ou pas. On verra à quel risque on s'expose si on ne respecte pas euh, toute la réglementation de l'AI Act. Si je reprends le risque élevé, j'ai donné tout à l'heure l'exemple avec un système d'IA qui établit un score pour octroyer un crédit. On a aussi tout ce qui est évaluation des étudiants dans le domaine de l'éducation, de la formation. Si c'est une IA qui attribue les notes, il faut quand même toujours vérifier à la fin. Et il faut pouvoir aussi avoir accès aux mécanismes de réflexion, aux mécanismes pourquoi cette note a été octroyée et pouvoir aussi éventuellement l'analyser et la challenger. Dans le domaine de la santé, bon, ça, a priori, on comprend quand même pourquoi on considère que c'est un risque élevé. Hein, une intelligence artificielle qui va analyser des radios et définir si ça, c'est une tumeur maligne ou bénigne. Bon, voilà, c'est quand même assez sensible comme domaine. C'est vraiment très, très bien encadré. Et c'est assez logique qu'il y ait différentes règles autour de ces types de systèmes. Dans le cadre du recrutement, si vous utilisez une intelligence artificielle pour analyser une offre d'emploi et voir si un profil, un CV qui vous a été envoyé match avec l'offre,
vous êtes dans un risque élevé. Et pourtant, ça, c'est un usage qui peut être fait, je vais dire, pour tout le monde. On a tendance à croire que les AI Act et les risques, ça s'applique pour ceux qui développent les systèmes d'IA, mais c'est pas vrai. C'est ceux qui développent et ceux qui utilisent. Typiquement, on pourrait très bien, et c'est assez simple à faire, aller dans ChatGPT et lui demander, bah tiens, en fonction de cette offre-là, est-ce que ce profil-là avec ce CV-là correspond? Bah là, vous êtes en fait vraiment dans le cas d'un risque qui est élevé, donc vous avez des obligations à respecter. Je vous montrerai lesquelles juste après. Et encore, ça dépend aussi vraiment de l'usage qui est fait. Si vous analysez la décision finale, bon, a priori, c'est OK. Si vous le faites de manière automatique avec une IA qui envoie également l'email à la personne et au candidat et que vous lui dites oui ou non, là, vous êtes vraiment dans un risque élevé. Et tout au-dessus, bah, le risque inacceptable. Alors là, je l'ai dit, hein, notation sociale, exploitation des vulnérabilités de personnes physiques, etc., etc. Tout ça, c'est juste tout bonnement interdit chez nous. Je le précise, chez nous. Dans les autres pays, bah, c'est a priori autorisé. Euh, alors, pour traduire ça en exemple concret, je vous disais, c'est pas l'outil qui définit le niveau de risque, c'est sa finalité, c'est son usage. Je vous mets un exemple ici. Je me mets dans la peau d'une petite entreprise avec une petite équipe qui octroie un abonnement ChatGPT Business. Je prends ChatGPT parce qu'en général, c'est l'outil le plus connu, mais on peut parler d'un un Copilot ou un Gemini ou autre. J'octroie un abonnement ChatGPT Business, je le mets à disposition de l'ensemble des collaborateurs. Moi, en tant que dirigeant, j'utilise uniquement pour m'aider à faire du brainstorming, à écrire des emails, à rédiger des rapports, à faire des analyses. A priori, je me situe dans un risque minimal. Par contre, si je me mets à la place de la responsable ou du responsable RH qui l'utilise pour aller plus vite sur le recrutement, analyser des CV, faire des matchings, établir un score, faire un premier tri et éventuellement envoyer un email automatique au candidat, bah là, tout bonnement, avec le même outil, on se situe dans un usage à haut risque. Si l'équipe de com l'utilise pour générer des images, générer des vidéos, pour aller plus vite, pour faciliter la présence en ligne, faciliter la communication, juste être plus présent, là, on est dans un risque limité, obligation de transparence. Donc, vous voyez, en fait, un même outil peut avoir une finalité différente et c'est cette finalité qui conditionne le niveau de risque et ce niveau de risque peut être différent également. Forcément, si la finalité est différente, le niveau de risque change. Et même si vous utilisez un outil où le fournisseur, donc la personne qui l'a créé, a défini que le niveau de risque était, je vais dire, potentiellement minimal, si vous, votre usage que vous en faites est un niveau de risque au-dessus, c'est vous qui allez conditionner ce niveau de risque, quand bien même il est différent de celui qui a développé le système d'IA. Et dans ce cas-là, ben, vous devenez en fait vous-même fournisseur en fait, de cette solution, avec les obligations que ça incombe. Il y a un cas particulier, enfin il y a plein de cas particuliers avec les AI Act. Il y en a un qui est assez significatif, qui est le cas particulier des GPAI. Donc c'est les General Purpose AI, les IA à usage général. ChatGPT, par exemple, pour reprendre, c'est donc une IA à usage général est une IA qui est conçue pour accomplir un large éventail de tâches sans objectif spécifique défini dès le départ. Donc c'est en gros une IA qui est capable de faire plein de trucs, qui est généraliste et qui est susceptible d'être intégrée dans d'autres systèmes d'IA. Donc là, je vous ai remis un autre exemple. Typiquement, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, vous utilisez ChatGPT via chatgpt.com, hein, site web qui est accessible pour tout le monde. Vous l'utilisez via l'outil web pour créer des rapports, analyser des documents, etc., etc. Vous êtes déployeur, utilisateur d'un système qui est existant. Par contre, on peut faire ce qu'on voit beaucoup en ce moment, la création d'agents IA, etc. Donc là, c'est le deuxième exemple. Je suis développeur, je crée un agent d'intelligence artificielle, donc je dois passer par l'API. J'utilise un modèle spécifique OpenAI ou autre, hein, Gemini, donc je prends le modèle 4O. Donc le modèle 4O, c'est le cerveau dans l'agent. Ben là, en fait, je suis fournisseur parce que j'utilise un système d'IA, un cerveau qui est conçu pour accomplir un large éventail de tâches, hein, c'est le cerveau GPT-4o. Il n'y avait pas d'objectif spécifique défini dès le départ, et je l'intègre dans mon agent d'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment particulier, il faut distinguer si on utilise la solution, je vais dire, classique et en ligne, ou si on utilise la solution custom qui a été développée par une équipe de développeurs ou de gens qui s'y connaissent un petit peu en développement avec des solutions no-code ou low-code par exemple.
Alors, j'en parlais tout à l'heure, la chaîne des responsabilités. Je reprends les 4 acteurs, donc fournisseur, distributeur, déployeur, autorité. Pourquoi déployeur est en évidence ici avec l'encadré bleu? Parce que la plupart du temps, c'est dans le rôle de déployeur que vous allez vous trouver. Quand je dis vous, c'est dirigeant de PME, utilisateur final, vous allez être des déployeurs. A priori, enfin peut-être qu'il y a des personnes qui développent des agents IA. Dans ce cas-là, si vous développez des agents IA, vous êtes a priori fournisseur. Si c'est utilisé dans un cadre professionnel, vous êtes fournisseur. Distributeur, je ne pense pas qu'il y en ait ici, et les autorités, je ne crois pas non plus. Le fournisseur, ses responsabilités, alors je ne vais pas toutes les parcourir, mais de manière assez rapide, c'était fournir un outil qui est conforme, donc un outil qui fonctionne et qui respecte les règles, documentation technique, comment l'outil fonctionne, euh, l'aspect sécurité, toute la partie technique, le résumé public des données d'entraînement. C'est un résumé, c'est pas fournir toutes les données d'entraînement, c'est vraiment un résumé. La surveillance post-commercialisation et l'évaluation des risques, évidemment, le fournisseur doit lui-même faire une évaluation avant de mettre l'outil à disposition. Le distributeur, lui, il fait un peu l'intermédiaire entre le fournisseur, celui qui a développé et celui qui va l'utiliser. Donc lui, il doit transmettre la documentation fournie par le fournisseur, il ne doit pas modifier le modèle, ou s'il le fait, il doit réévaluer les risques et il doit informer l'utilisateur sur les usages qui sont autorisés et interdits. C'est vraiment l'intermédiaire. Le déployeur, vous, moi, on doit évaluer le niveau de risque pour chaque usage. Typiquement, je reprends l'exemple avec ChatGPT, en fonction de l'équipe, l'usage peut changer, enfin le niveau de risque peut changer et l'usage peut changer. On doit également informer les utilisateurs finaux, la transparence. J'utilise une IA générative pour faire des vidéos, pour faire des images que je publie sur les réseaux sociaux. Je dois être transparent, je dois dire à l'utilisateur que c'est une image générée par intelligence artificielle, ou en tout cas, je dois informer avec une icône, un watermark, ce que vous voulez. D'ailleurs, actuellement, il me semble que si vous faites générer une IA par ChatGPT ou Gemini, quand vous téléchargez l'image, dans la propriété, enfin, dans les propriétés de l'image, c'est indiqué le modèle qui a généré l'intelligence, qui a généré l'image. Donc c'est aussi une sorte de watermark, si je peux dire. Vous devez conserver les logs, donc les journaux d'utilisation, si c'est un usage à haut risque. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, il faut pouvoir aller analyser dans quel contexte ce problème s'est produit. Et donc, on va regarder les logs, qu'est-ce qui s'est passé, on va refaire toute la trace avant l'incident. Il faut signaler cet incident, superviser l'usage évidemment, et le dernier point, c'est former les utilisateurs. Donc, vous devez former vos équipes à l'usage de l'intelligence artificielle, l'usage de l'IA générative, à comment faire un usage responsable, c'est quoi l'IA, etc., etc. Bref, il y a une obligation, c'est mentionné dans l'AI Act, vous devez former vos utilisateurs. Et les autorités, le dernier point, elles vont superviser les différents outils, elles vont faire des audits, elles vont appliquer les sanctions et accompagner également les entreprises. Donc ça, je le répète, je vous montrerai à la fin. Pour récapituler, quelles sont vos obligations quand vous êtes déployeur? L'usage documenté, donc il faut avoir une documentation technique. La supervision humaine, toujours vérifier ce qui est généré par IA. Vérifier les décisions qui ont été prises par l'intelligence artificielle, l'aspect formation, comme je viens de le dire, la transparence, on informe l'utilisateur final quand l'IA est impliqué, et les logs et audits, on conserve les prompts, les différentes décisions, les versions des modèles qui ont été utilisés, etc., etc. Alors, si vous ne faites pas ça, c'est quoi, à quel risque vous vous exposez? Globalement, il y a 3 risques en fonction des règles que vous avez violées. Le non-respect des pratiques d'IA interdites. Donc, vous développez un système d'IA qui est dans la catégorie la plus haute avec les risques inacceptables. Là, vous vous exposez à des risques qui vont jusqu'à 7% du chiffre d'affaires ou 35 millions pour les infractions les plus graves. C'est à chaque fois le montant le plus élevé qui est choisi. Donc, ça peut être assez salé. Si vous ne vous conformez pas aux obligations, donc vous avez juste pas respecté certaines règles, c'est 3% du chiffre d'affaires ou 15 millions. De nouveau, c'est le montant le plus élevé qui est choisi. Et si vous fournissez des informations qui sont inexactes, là c'est 1% du chiffre d'affaires ou 7,5 millions. Des informations inexactes, pardon, c'est une mauvaise documentation technique, c'est pas le bon résumé des données d'entraînement. Vous donnez un faux niveau de risque en termes de déployeur, etc., etc. Donc vous voyez, les sanctions peuvent être assez élevées quand même.
Alors, qu'est-ce qu'il va se passer exactement en 2026? Alors, je vais peut-être revenir déjà un petit peu sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé en 2024-2025. 1er août 2024, date d'entrée en vigueur de l'AI Act, c'est à ce moment-là que l'ensemble des règles sont entrées en vigueur, pas en application, mais on les a définies. Le 2 février 2025, donc c'était cette année, l'application des interdictions relatives au système d'IA à risque inacceptable. Donc le dernier niveau de risque, avec la notation sociale, le scoring, la manipulation cognitive, les données biométriques, l'analyse en temps réel, tout ça, c'est déjà aujourd'hui interdit. Le 2 août 2025, donc c'était il n'y a pas si longtemps, l'application des règles au modèle GPAI. Donc pour rappel, les GPAI, c'est les General Purpose AI, donc les IA à usage générique. Je reprends l'exemple avec les agents IA, par exemple. Donc à partir de cette date-là, donc la mise en application des règles et les fournisseurs de modèles GPAI doivent se conformer avant le 2 août 2027. Donc les règles sont là, mais il y a une latitude de 2 ans avant qu'il y ait potentiellement des sanctions qui soient appliquées. Le 2 août 2026, donc ça c'est l'année prochaine, toutes les autres dispositions de la loi sur l'IA seront applicables à l'exception de l'article 6. L'article 6, ça concerne un sous-ensemble des systèmes d'IA au risque, notamment tout ce qui est IA intégré, véhicule autonome, drone, médical. Il y a encore une certaine latitude avant d'appliquer les sanctions sur ces systèmes-là. Typiquement, si je reprends l'exemple du domaine médical, pour éviter que ce soit des règles trop strictes et que ça freine vraiment trop et que ce soit trop de mise en conformité en une seule fois, on met une espèce de zone, enfin une période tampon, une période de latitude avant d'appliquer les sanctions. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le point ici avec la mise en place d'un bac à sable pour les États membres. Ce bac à sable devrait être opérationnel à cette date. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous disais depuis le début que les actes, il y a deux facettes, l'application un certain nombre de règles, mais aussi favoriser l'innovation, stimuler l'innovation. Pour ça, il y a notamment la mise en place de bacs à sable. Donc, ce seront des plateformes qui seront dédiées à l'expérimentation de systèmes d'intelligence artificielle, de modèles et même de systèmes que vous voulez développer. En gros, c'est une plateforme d'expérimentation dans laquelle vous pourrez jouer, en fait, tester différentes choses en étant à l'abri de toutes les sanctions. En fait, vous pourrez faire presque ce que vous voulez au sein de ces bacs à sable pour tester des solutions que vous voulez développer, des solutions que vous voulez intégrer, des choses que vous voulez tester, vous vous demandez si c'est possible, etc. Donc, à partir du 2 août 2026, ces bacs à sable devront être opérationnels. Vous devrez pouvoir les utiliser. Donc ça, pour l'instant, c'est assez compliqué à trouver. En tout cas, moi de mon côté, si quelqu'un les a trouvés de son côté. Mais je pense que ça va arriver à la dernière minute comme d'habitude. Et donc, vous pourrez vous inscrire et tester les différentes choses. Et notamment, par exemple, vous pourrez tester des systèmes d'IA à risque inacceptable. Vous pourrez les tester au sein de ces bacs à sable en étant à l'abri de toute sanction. Donc ça, c'est quand même assez important parce que c'est vraiment cet aspect-là pour pouvoir tester des choses sans s'exposer à différents risques, voir ce qui est possible de faire avec les nouveaux modèles d'IA, par exemple, ou vraiment vous avez une solution, mais vous ne savez pas dans quelle catégorie de risque ça s'inscrit, vous avez accès à ces bacs à sable, à ces plateformes d'expérimentation dans lesquelles vous pourrez tester à peu près tout ce que vous voulez. Le 2 août 2027, on applique les règles de l'article 6. Donc l'article 6, je le disais, c'était un article spécifique sur les systèmes d'IA intégrés, embarqués. Toutes les règles sont appliquées. Et comme on le disait tout à l'heure, avec le 2 août 2025, les fournisseurs de modèles GPI devront avoir pris les mesures pour se conformer aux obligations. Donc le 2 août 2025, ils doivent prendre connaissance des règles et le 2 août 2027, ils s'exposent potentiellement à des sanctions s'ils n'ont pas appliqué les différentes règles. Donc les règles, c'était le résumé public des données d'entraînement, la surveillance post-commercialisation, la documentation technique bien développée, l'évaluation du risque, etc., etc. Le 2 août 2030, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d'IA haut risque devront avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences et aux obligations. Donc le haut risque, c'était juste après les risques inacceptables, et donc à partir de là, ils devront se conformer aux différentes mesures. Pareil, ils s'exposeront potentiellement à des sanctions. Au risque, ça concernait système bancaire,
système médical, pardon, le secteur de la formation, l'éducation, etc. Il y a il y a tout un tas d'autres mises en application qui vont arriver. Ici, j'ai ciblé vraiment ce qui nous concernait particulièrement, mais il y a également des obligations pour les États membres, euh, pour les différents comités. Tout ça est accessible. Je vous ai mis les URL juste en haut. Si je clique dessus, hop, tout ça est accessible en ligne, hein, c'est totalement transparent. Vous pouvez aller voir quelles sont les futures règles qui vont être en application. C'est assez bien détaillé en fait sur le site officiel. Vous aurez accès ici 2025, donc le 2 août, je le disais, les fournisseurs, GPAI, avant cette date. Il y a également des obligations pour les États membres, il y en a pas mal, pour la Commission, etc. En 2026, pareil, application, exploitant, États membres. Hop, voilà, donc tout ça est transparent. Vous voyez, il y a aussi 2028, hein, je ne l'ai pas spécifié ici parce que ça concerne principalement la commission, donc je l'ai pas mis, mais 2028, 2029, il y a également d'autres règles qui vont être mises en application. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site officiel. Vous verrez, je vous mettrai à disposition à la fin du webinaire tout un ensemble de ressources que vous pourrez aller tester. Il y en a deux que je vais vous partager, vous y aurez accès tout à l'heure en scannant un QR code. La première, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Notebook LM. J'ai créé un Notebook LM dans lequel il y a en gros toute la réglementation de l'AI Act, c'est la réglementation officielle qui est disponible. Donc tout ça est dans le notebook. Je vais vous le partager, vous y aurez accès et vous pourrez après poser des questions à l'intelligence artificielle vous aurez un résumé audio, résumé vidéo aussi qui est fait par IA. Donc ça vous aide vraiment à comprendre un peu plus en détail quels sont les tenants et aboutissants de cette réglementation. Pardon. Il y a des fiches pour étudier le sujet, il y a des quiz pour vous challenger un petit peu. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Donc ça vous aide vraiment à comprendre. Et un autre outil, ça c'est un que j'ai développé moi-même, c'est un peu plus ludique. Donc c'est un site que j'ai créé où vous pouvez en fait dire l'outil que vous utilisez, dire l'usage que vous en faites, et vous aurez un petit diagnostic assez rapide, beaucoup plus succinct et beaucoup plus simplifié. L'objectif, c'est de faire ça quasiment sous forme de petits jeux, en fait, hein, et vous pouvez télécharger PDF, le diagnostic aussi au format PDF, pardon. Donc là, vous pouvez tester plein de trucs ici. Et vous avez aussi la même chose, mais officielle. Donc sur le site Artificial Intelligence Act, vous avez également un autre questionnaire que vous pouvez remplir en ligne, où en fait vous allez spécifier où vous vous situez, donc quel acteur vous êtes, fournisseur, déployeur, etc. Avec les définitions, quelle modification du système ou qu'est-ce que vous faites avec ce système d'intelligence artificielle, et vous aurez après le formulaire un peu plus détaillé, plein de questions à répondre, et ça va vous donner en fait quelles sont vos obligations, quelles sont vos responsabilités, etc., etc. Euh, oui, Philippe, je donnerai l'URL en fait, et l'URL, tu pourras la partager avec n'importe qui. Donc, tout ça sera accessible à la fin. Je vais tout vous partager. Hop. Alors, je reviens avec le dernier point qui nous intéresse particulièrement. Je vais peut-être insister un peu plus dessus. Donc, cet aspect favoriser l'innovation. Donc, on disait, il y avait les bacs à sable, je vais en reparler un petit peu plus loin, mais également une réduction des coûts en fait au niveau de la mise en conformité. Donc, forcément, ça coûte un petit peu. Il y a tout un ensemble de propositions de réduction de certains coûts en fonction de la taille de votre entreprise, euh, probablement de l'usage que vous en faites aussi. Enfin, bref, tout un ensemble de facilitations au niveau des coûts pour vous conformer de manière un peu plus simple et que ce ne soit pas trop strict pour vous et en fonction de vos ressources également. Documentation simplifiée, il y aura la possibilité de se baser sur des modèles normalisés que vous pourrez télécharger ou analyser pour vous mettre en conformité, pour remplir la documentation, pour fournir la documentation. Soutien ciblé et formation, c'est également un point important. Les États membres devront organiser des activités de sensibilisation et de formation en PME, ainsi que mettre en place des canaux de communication. À voir vraiment comment ça va se matérialiser ça. Mais il y a cet aspect accompagnement, si je peux dire.
Et cadre d'expérimentation, bah là on est typiquement dans le bac à sable. Les PME et les startups bénéficieront d'un accès privilégié au bac à sable réglementaire, donc aux plateformes d'expérimentation, qui offrent un environnement contrôlé pour le développement, l'entraînement, la validation, la mise à l'essai de systèmes d'IA. En gros, une plateforme dans laquelle vous pourrez faire pratiquement ce que vous voulez, utiliser des modèles, des données d'entraînement bien précises, développer la solution que vous voulez, valider, mettre à l'essai. Aucune amende ne sera appliquée pendant la mise en expérimentation, pendant la mise à l'essai, pendant les tests, si je peux dire. Et vous pourrez aussi faire des essais en conditions réelles, donc en dehors d'un laboratoire, d'une plateforme bien spécifique, sur les systèmes d'IA haut risque, donc éducation, santé, banque, etc., sous garantie de l'obtention du consentement éclairé des participants et durant une durée limitée. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la facette stimuler l'innovation, favoriser l'usage d'une IA de confiance, avec et aussi ne pas être qu'un ensemble de barrières de freins pour les entreprises qui développent et qui utilisent les solutions d'IA. Il y a tout un ensemble, enfin, notamment ces règles, il y en a d'autres que vous pourrez aller analyser un peu plus en détail dans la documentation officielle. Mais voilà, il y a tout un ensemble de mécanismes pour vous accompagner, pour vous aider aussi dans le développement ou l'utilisation de solutions d'IA. Voilà. Euh, Avant de vous donner accès aux ressources, si je peux juste vous demander quelque chose, et aux questions évidemment, c'est juste de scanner ce petit QR code qui vous mènera vers un formulaire du MIC pour évaluer un petit peu la session. Donc ici, voilà, on est sur un format webinaire, c'est un gros sujet qui doit être condensé en 45 minutes, 1 heure. Ce que je vous invite à faire, c'est, je vais vous partager les ressources après, à aller analyser un peu ces différentes ressources. Globalement, vous verrez la documentation, enfin le document officiel, je pense que le PDF il fait 145 pages. Si vous n'avez pas envie de lire ça en détail, je vous invite vraiment à utiliser l'IA pour aider à comprendre, à analyser le texte. Typiquement, ce que j'ai fait avec un notebook LM, j'ai aussi créé un GPT sur ChatGPT pour aider à comprendre un petit peu plus en détail. Voilà, globalement, il y a plein de points qui, ne vous concernent pas spécifiquement. Mais voilà, savoir un petit peu, déjà typiquement que c'est pas l'outil qui conditionne l'usage, mais c'est qui conditionne le risque, mais c'est l'usage. C'est un point qui est assez important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que en gros, c'est nous en tant qu'utilisateurs qui définissons le niveau de risque. Ouais, je vais partager le QR code. C'est nous qui conditionnons le niveau de risque en fonction de l'utilisation qu'on a fait. Et ça, c'est vraiment un point hyper important et qui est souvent négligé. Alors, hop, je vais juste aller chercher le lien. Hop. Euh, voilà, l'aspect favoriser l'innovation est souvent mis sur le côté et pas mis en avant. Alors que je ne dis pas que ça révolutionne totalement l'usage et le développement, mais ça permet aussi de se dire que c'est quand même quelque chose qui est mis en place pour nous aider, que les AI Act, c'est pas juste des règles encore et encore en Europe. Il y a quand même, euh, euh, il y a quand même une signification derrière. Je repense typiquement aux vidéos générées par IA. Si on n'a pas cette obligation de transparence, ça peut vite devenir, pour être vulgaire, le bordel. Euh, on va de plus en plus être confronté à du contenu généré par IA. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, on a dépassé le contenu généré par IA sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a plus de contenu généré par IA que de contenu généré par l'humain aujourd'hui sur Internet. Ça date quelques semaines ou quelques mois, bref, mais c'est pas du futur, c'est vraiment aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on ait des armes pour arriver à distinguer et pas se perdre là-dedans, notamment savoir si c'est du contenu généré ou non par IA et qui devient une obligation, c'est assez important. Euh, voilà, donc j'ai laissé le QR code. Je laisse encore quelques secondes pour ceux qui l'ont pas scanné. Ça va assez vite, hein, c'est un petit formulaire. Et pour ceux qui sont intéressés, alors pour ceux qui ont répondu au QR code, oui, au formulaire, je ne l'ai pas dit, mais à la fin, vous avez un lien donc, qui vous est fourni quand vous avez rempli la petite enquête. Ce lien va vous amener sur le SharePoint du MIC avec notamment
l'accès à toutes nos ressources, c'est-à-dire des présentations, donc au format PDF, pardon. Et vous aurez aussi accès à ceci. Donc ça, normalement, ceux qui l'ont rempli, vous pouvez confirmer, parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un petit problème, donc je peux vérifier. Mais notamment, vous aurez accès à ceci, donc nos présentations, liste de prompts, les supports, et dans les supports, vous aurez les différentes URL avec les applications que j'ai partagées et le notebook LM, l'URL qui est ici notamment. Alors, je vais quand même la partager dans le chat. Hop, donc ça, vérifiez aussi que vous ayez bien accès. Si ce n'est pas le cas, il faudra que je regarde, mais normalement, c'est OK. Et pareil, vous aurez la petite application que j'ai développée et d'autres ressources et les présentations. Et je crois que j'ai mis aussi le PDF de la présentation d'aujourd'hui. Donc ça, vous pourrez y accéder et vous pourrez la télécharger. Voilà. Ok, super, merci Philippe. Euh, voilà, bah, il reste 9 minutes. Donc ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, je suis dispo. Donc n'hésitez pas. Euh, Il y a une présentation aussi générée par IA, mais c'est pas la même. Philippe, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Mais, euh, mais la présentation est dans l'URL que vous aurez à la fin du formulaire d'enquête, donc celui-ci notamment. Donc là, il y a un lien et sur ce lien, vous aurez accès aux ressources. Le notebook LM, il est assez cool pour poser des questions bien précises sur base de la réglementation vraiment officielle et d'autres liens, je crois que j'ai rajouté. Il est assez cool aussi pour avoir accès à différents quiz. Moi, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est vraiment chouette. Pour savoir si on comprend bien un sujet, vous pouvez vous challenger via des petits quiz. Vous avez aussi le podcast pour l'écouter. Si ça vous intéresse d'écouter un podcast sur l'AI Act en voiture, alors je ne sais pas si ça concerne beaucoup de monde ici, mais c'est possible. Euh, il y a aussi des vidéos de présentation qui peuvent être réutilisées. Donc voilà, l'objectif, c'est de changer un petit peu le format, de varier le format d'étude du sujet et de le simplifier aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'espère que c'était assez clair. En tout cas, s'il y a vraiment des points qui restent une interrogation, bon, je le disais, c'est très très condensé. Mais s'il y a des points qui restent flous, n'hésitez pas à poser les questions maintenant ou à m'envoyer un email aussi, hein. Vous avez toutes les informations qui sont dans la présentation. Mon adresse mail, je vous la mets juste ici. Donc ça, vous pouvez aussi me contacter par email. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des choses qui sont mises en place pour favoriser, pour vous aider. Donc ça, c'est un point. En 2026, ça va être là. Euh, ouais, c'est clairement le but. C'est vraiment pour vous aider à creuser le sujet et sans que ça soit non plus rébarbatif parce que je vais essayer de retrouver le document. Hop, je crois que c'est celui-ci. Voilà, ici vous avez le document officiel. Bon, 144 pages en police, je ne sais pas combien, ça doit faire taille 9. Il faut un petit peu s'accrocher. Donc typiquement, moi je trouve ça assez, vraiment intéressant d'exploiter aussi aujourd'hui les solutions d'IA pour arriver à comprendre un sujet aussi complexe que ça sous d'autres formats, podcast, quiz, fiches. Enfin, vous voyez, euh, si vous avez absolument envie de le lire, allez-y. Moi je vous invite vraiment à le faire. Moi je l'ai lu en partie, mais pas tout encore. Mais voilà, il y a des outils qui sont là aujourd'hui pour vous aider à vraiment vous imprégner de ce genre de sujet. Et typiquement, notre book LM est vraiment super intéressant pour ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres petites questions ou grandes questions, ça c'est comme vous voulez. Est-ce qu'on peut trouver quelque part une synthèse des usages qu'on pourrait déjà partager aujourd'hui aux utilisateurs d'une entreprise pour une utilisation, par exemple, de ChatGPT pour qu'elle reste dans les règles de l'AI Act, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire? Euh, Typiquement, ce qui est autorisé pour ChatGPT pour être AI Act compliant, si je comprends bien la question, Stéphanie. Une synthèse des usages, ça doit se trouver.
une synthèse de l'usage responsable, euh, j'en parle dans mes présentations, mais je ne pense pas que j'ai une synthèse, mais je peux partager mes ressources, mais elles seront peut-être déjà dans le lien que j'ai mis. En tout cas, moi, c'est un aspect que j'aborde toujours dans mes formations, c'est l'usage responsable de l'IA. Donc, c'est quoi un usage responsable? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de données sensibles? Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? J'ai pas une synthèse visuelle qui récapitule tout sur une seule slide, mais je peux regarder dans les ressources que j'ai partagées, et si elles sont pas là, je les mettrai à disposition aussi via le lien. Euh, voilà, après, il y a tout. Il y a tout un ensemble aussi, il y a la création de chartes d'usage responsables qui doivent être faites auprès euh, des, des équipes bien spécifiques. Je regarde un petit peu. La formation, alors, vous avez accès, j'ai partagé, mais vous y aurez accès aussi sur le site MIG Belgique, pardon. Donc là, vous avez les futures formations. Euh, Notamment, bah, en fait, moi, je l'inclus dans toutes mes formations, que ce soit les formations pour gagner du temps, euh, ou les autres, alors construisez votre assistant, ce genre de choses. Bon, celle-ci va, on peut plus s'inscrire, mais bref, euh, moi c'est quelque chose que j'aborde peu importe le sujet. C'est un point, alors ça prend une demi-heure, mais c'est quelque chose qui fait partie intégrante pour moi de la formation IA. C'est pas que l'usage de l'intelligence artificielle, c'est aussi l'usage responsable. Donc dans ce cas-là, bah, il faut aller regarder sur l'agenda du MIC et notamment la prochaine, c'est le 21 novembre, où là vous pourrez vous inscrire. Et donc ça en fera partie. C'est pas que sur ça, mais ça en fera partie. Merci Philippe pour les liens, c'est chouette. Ouais, c'est un peu ça, Thomas. Ouais, ouais. Oui, oui. Bon, après, tout ça est conditionné vraiment par l'usage et je vais dire les dérives que vous allez faire avec ChatGPT. Bon, a priori, il y a peu de risques quand même, mais et je pense aussi que les risques, enfin plutôt que les sanctions sont partagées tant au niveau OpenAI que au niveau utilisateur. On va s'amuser, oui. Après, la sauvegarde des prompts, normalement, fait aussi partie d'un usage responsable de l'IA, c'est-à-dire sauvegarde, bon, pas tous les prompts, mais les prompts optimisés. Moi, je vous invite à la sauvegarder hein, si un prompt fonctionne bien, mais si un prompt fonctionne bien, sauvegardez-le. Après, s'il pose problème, bon, ça c'est autre chose, mais ouais, ouais. Mais normalement, on sera bien accompagné sur ça, Thomas, normalement. Hop. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'espère que j'ai pas plombé votre début de semaine avec un ensemble de règles à appliquer ou auxquelles se conformer un lundi à 10 heures. Mais voilà, le sujet est intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Euh, Mon adresse mail était dans les slides, je vous la remets ici. Hop. Et si vous voulez en discuter, évidemment, je suis tout à fait disponible. Je trouve le sujet vraiment intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, on peut échanger à ce propos avec plaisir. Voilà, bah, merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions par email, je suis encore disponible ou LinkedIn. Et voilà, oui, je vous rappelle juste cette semaine au MIC, on fait aussi l'heure de l'IA. L'heure de l'IA, c'est un nouveau format qu'on a lancé il y a un mois. On fait une nouvelle heure de l'IA jeudi, si je ne dis pas de bêtises, c'est sur le temps de midi avec AirGen qui développe des agents IA, des solutions IA.
Et en gros, on va discuter, on va échanger avec Maxime, qui travaille chez AirGen, qui va nous expliquer un petit peu quel est son point de vue sur l'IA agentique aujourd'hui, les use cases, les problématiques auxquelles on peut s'exposer. Voilà, alors, totalement transparent là-dessus. Ouais. Je vais partager tout ça. Alors, l'heure de l'IA, tout. C'est sur LinkedIn Live. Je vais vous le partager. Hop, toutes les infos sont sur notre site. Bah, je l'avais déjà, mais globalement ici. Donc là, l'heure de l'IA, info. Ouais, pas de souci. Hop. Ah mais non, j'ai cliqué sur celui d'aujourd'hui. Hop. Donc là, ici, vous y avez accès sur LinkedIn. Voilà. Voilà, c'est gratuit. Inscrivez-vous, c'est intéressant, c'est sur l'heure de midi. Euh, Si vous voulez nous écouter en mangeant, aucun problème, on vous invite à le faire. Vous pouvez vous poser vos questions. C'est vraiment ambiance chill, échange avec un acteur vraiment important et bien intégré dans l'écosystème IA en Wallonie. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'IA, sur qui fait quoi, pour qui, pourquoi, je vous invite à nous suivre. C'est jeudi à midi. Voilà. Sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite tous une excellente journée. Et n'hésitez pas à envoyer des emails ou me contacter sur LinkedIn en cas de question. Merci beaucoup.